On croit toujours qu'entre associés, la relation se dégrade lorsque ça va mal, quand l'argent manque, quand le projet vacille. Et pourtant, c'est souvent l'inverse. En fait, tant qu'on galère, on se serre les coudes. On est tous dans le même bateau et on avance. Et c'est quand ça commence à fonctionner, quand le succès, l'argent arrive, que les visions parfois se mettent à diverger. Benjamin a cofondé Murphy à 24 ans avec 4 autres associés. Murphy, c'est une entreprise de reconditionnement d'électroménager. Une très belle aventure, des millions levés, des centaines de réparateurs formés, des centaines de milliers d'appareils sauvés de la benne. Une vraie réussite, qui tourne d'ailleurs encore aujourd'hui et continue de grandir. Et au bout de 7 ans, c'est Benjamin qui est parti, le premier, sans claquer la porte, sans avocat, sans bataille. Une séparation lucide, là où tant d'autres auraient explosé. Il y a certes laissé beaucoup, mais il a gardé l'essentiel. Aujourd'hui, Benjamin accompagne des entrepreneurs sur ce qui lui aurait été précieux à l'époque. Il est là pour nous raconter ce que personne ne dit aux fondateurs avant qu'ils signent leur pacte d'associés. Bienvenue sur Le Point de Bascule, le podcast vidéo qui envisage le conflit autrement. Let's go. Donc bonjour Ben, Bonjour. Et bienvenue sur Le Point de Bascule. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. Carrément, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Benjamin, j'ai 34 ans, j'habite à Marseille. Je suis passionné d'escalade et aussi d'entrepreneuriat. Et notamment, j'ai créé une société qui s'appelle Murphy, que j'ai quittée il y a 2 ans. Ok, donc justement, ça va être le déroulé aujourd'hui de revenir un peu à la genèse du projet. On va revenir quelques années en arrière. À l'époque, tu as 24 ans et tu lances Murphy avec 4 autres copains, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, ça remonte, hein, ça fait déjà 10 ans du coup. Au début, je pense à ce projet-là. C'est en fait un de mes associés qui a une idée. Il bosse à la SNCF et il voit qu'il y a des trains qui sont hackés parce qu'on n'arrive plus à les réparer et à trouver les pièces détachées. Donc il vient me voir un peu avec cette idée-là. Moi, je travaillais à l'époque à la BPI, donc la Banque publique d'investissement, dans l'environnement des startups, dans l'investissement pour les startups. Donc il dit, toi, tu connais un peu l'univers des startups. Moi, j'ai cette idée-là. On avait embarqué aussi un autre associé qui était un peu le directeur technique pour développer une application. Et on a commencé à réfléchir à cette idée, qui n'est pas du tout ce qu'on a fait à la fin. Mais ça nous a lancé, voilà. Et après, de fil en aiguille, on pourrait y revenir peut-être. On a creusé sur ce marché-là et on a fini par travailler dans l'univers de l'électroménager. Mais c'est quoi toi tes rêves à l'époque? Tu as 24 ans, tu bosses à la BPI qui est quand même la référence pour monter sa boîte, être dans l'univers des startups. C'est quoi qui t'anime à ce moment-là? Honnêtement, un peu perdu quand même dans mon parcours. Moi, j'ai fait une prépa ingénieur, mais j'étais pas très bon en physique, donc je me suis échappé en école de commerce. J'ai adoré les assos, je me suis investi, ce qui était un peu une forme d'entrepreneuriat déjà. Ça me plaisait, après je suis parti en Inde en fin d'études. Je me souviens d'un cours qui nous a vraiment marqué où on avait en gros, je crois, l'équivalent de 200 roupies, l'équivalent d'1,50 € ou 2 €. Il fallait qu'on monte un business qui fasse le plus de chiffre d'affaires possible avec ça. Ça m'aimait bien plus ce jeu-là, de voilà, développer quelque chose avec peu de moyens, parce que moi j'ai pas une famille d'entrepreneurs, j'ai des parents qui sont fonctionnaires, donc il fallait se débrouiller quoi. Et ça m'avait commencé à m'intéresser, et puis je me suis dit, comme j'ai pas de famille d'entrepreneurs, je vais essayer de rester dans ce milieu-là. Et la banque publique, donc en gros elle investit dans des startups, et donc on rencontre des fondateurs et des fondatrices tout le temps. Et c'était un bon moyen un peu d'être en contact et de aussi se rendre compte que c'est des êtres humains quoi. Ils sont comme toi et moi, et du coup comprendre comment ils fonctionnent, comment ils raisonnent, etc. En fait, d'un coup, tu te sens plus tout seul. Tu sais que tu as peur, que tu es peut-être en recherche de sens, tout ce que je comprends, mais tu te dis, là, je suis avec des gens qui ont ces mêmes peurs, mais qui ont juste l'envie d'entreprendre, en fait. Exactement, ça a un petit peu aussi désacralisé l'idée où tu dis, voilà, c'est des humains, ils ont de l'anxiété, des frustrations, de la joie aussi, etc. Et ça permet en tout cas moi, ça m'a, je pense, permis de me lancer, d'oser me lancer, d'être un peu à leur contact. Okay. Sachant que j'avais personne dans ma famille qui faisait Ce serait peut-être un premier conseil qu'on pourrait donner, c'est si on veut se lancer, il faut bien s'entourer oui, et avec ça. des gens qui veulent faire la même chose en fait. Surtout si voilà, vous n'avez pas de famille dans ce milieu-là, d'essayer d'être en contact avec des gens, alors soit d'aller dans des startups très très jeunes pour vivre les débuts, ou dans des structures d'accompagnement qui accompagnent des porteurs de projets. Il y a d'autres façons d'y arriver que voilà, uniquement la famille si on n'a pas ce réseau-là. Oui, bien sûr. Et donc pour revenir à Murphy, donc là l'idée émerge.
Comment ça se passe concrètement? Vous vous retrouvez, enfin, à quel rythme vous vous retrouvez? Parce qu'en plus, toi, tu dis que tu travailles en même temps, etc. Ouais. Donc, comment on passe du projet dans la tête à ce que ça se mette en place? Ouais, ben, je pense que ça, pareil, ça peut être intéressant d'en discuter parce que souvent aussi, on se dit, les entrepreneurs, ils ont tout de suite la bonne idée. C'est un peu la ruée vers l'or, quoi. Il faut trouver la pépite et une fois qu'on l'a, c'est sûr que ça va marcher. En fait, nous, pas du tout. Donc, comme je disais au début, à la base, on bossait sur les trains, les pièces détachées des trains de la SNCF. On s'est rendu compte que c'était pas du tout un business intéressant, mais ça nous a motivés pour nous lancer. On était encore en poste, donc moi j'étais à la BPI en fin d'études, en stage, et mes autres associés, au tout début on était 3 et puis très vite 5. Eux ils étaient en CDI déjà, mais on se voyait, je crois, c'était à peu près 1 ou 2 fois par semaine le soir, après le boulot, et un jour le week-end. Donc on essayait d'apprendre à travailler ensemble, et on a essayé d'explorer plein de marchés. En fait, quand on a quitté l'idée des pièces détachées des trains, on s'est dit, en fait ça nous intéresse quand même ce sujet de l'industrie, et on se rendait compte que grosso modo, les industriels, ils produisent des objets, mais ils ne s'occupent pas trop de la réparation, ils n'ont pas de vision de gagner de l'argent avec du service, ils n'ont que cette vision de gagner de l'argent en vendant le produit, mais après, sa fin de vie, on ne s'en occupe pas. On a commencé à explorer, et pareil, une idée qui nous a bien aidé, c'était de dire, on ne sait pas trop pour l'instant quelle boîte on va développer, donc on s'est mis en mode boîte de conseil. On a monté en fait une société de conseil à destination des industriels pour les aider à repenser leur service après-vente. Et comme ça, on a fait 100-150 000 euros de chiffre d'affaires. Ah oui, juste en conseil. Mais alors, déjà, ce qui m'interroge, c'est comment tu sais à un moment donné que l'idée ne va pas marcher? À quel moment tu te dis, on abandonne cette idée, c'est vraiment pas porteur? Parce que souvent, quand tu es au début, que tu vois pas où justement tu vas arriver, tu peux te dire, je m'accroche, ça va finir par payer et tout. Et vous avez eu, c'est une intuition, c'est quoi Franchement, c'est difficile parce que j'ai jamais la bonne réponse entre à quel point il faut insister. Parce que des fois, c'est en étant têtu qu'on on va au bout de son idée, et même si les gens n'y croient pas, parce qu'en fait, quand on lance un projet, il y a quand même peu de gens qui vous soutiennent. C'est clair. Voilà. Et surtout en particulier, par exemple, la famille, où comme ils vont vouloir nous protéger, etc., ils vont trouver toutes les idées, ils vont être très créatifs pour trouver les causes qui vont faire que ça ne marche pas. Donc on n'est pas du tout soutenu au début. Donc il y a quand même, à mon avis, besoin d'être un minimum têtu, mais en même temps lucide. Et donc nous, on était têtus au sens où quand on avait une idée, on l'a testée. Mais après, voilà, on allait interroger des experts dans le domaine, des potentiels clients, etc. Et si on se rendait compte qu'au bout de 10, 15, 20 refus, on sait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, soit dans l'offre, dans le problème qu'on veut résoudre, etc. Donc on a beaucoup navigué comme ça, mais le conseil nous a aidé en fait à rencontrer plein de clients, plein d'acteurs dans ce milieu-là. Et en fait, à la fin, un peu par hasard, on a fini par faire une mission pour Boulanger. Donc un gros acteur. Dans le nerf de la guerre un peu quand même. Voilà. Et en fait, on a vraiment étudié ce marché de l'électroménager qu'on ne connaissait pas. On a vraiment vu qu'il y avait un souci au niveau du service après-vente, c'est-à-dire que personne ne s'occupait des réparations hors garantie. On a fait un peu un calcul, on s'est dit c'est fou, il n'y a que des acteurs sur les réparations sous garantie, c'est 2 millions de pannes, et hors garantie, c'est 26 millions de pannes. Il n'y a personne qui s'en occupe. Et là, on a dit, tiens, il y a vraiment un gros problème, un gros besoin sur lequel on peut monter quelque chose. Donc, vous avez réussi finalement à faire émerger, le besoin existait déjà, mais à le mettre en lumière. Parce que j'allais dire, ça peut paraître quand même compliqué d'arriver à syncoper en 24 ans et se positionner sur le marché du conseil, qui est déjà quand même très prisé, et d'arriver d'entrée de jeu à faire 150 000 euros de chiffre d'affaires. Comment vous avez réussi justement? C'est en se positionnant sur ce besoin précis que vous êtes démarqué en fait? En fait, je pense qu'on a un peu un concept que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est la notion un peu de perte acceptable et de moyens à disposition. C'est en fait, on s'est posé, on s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire? Il y en a pas mal qui venaient de l'univers du conseil, 2-3 autres qui faisaient de la tech mais appliquée au conseil. Et donc en fait, on arrivait assez bien à vendre nos profils. Moi, avec un autre associé, on avait fait un master en innovation qui se vendait très bien. Donc on avait un peu des méthodes de design thinking, de réfléchir autrement, repenser son modèle économique, etc. On avait appris ça en cours. Et donc en fait, on arrivait assez bien à vendre ça au final. Plus notre carnet d'adresses qui fait que quand même à 5, du coup, c'est décuplé. On a eu de quoi nous occuper pendant 1 an en mission de conseil. C'est juste qu'après, on ne se voyait pas pour le coup rester que sur du conseil. On avait au fond de nous vraiment l'envie quand même de créer une société avec un service ou un produit qu'on allait faire monter à grande échelle. Ça, on l'a toujours eu en tête.
Ok. Et comment, pour venir sur votre relation à 5, donc à la base vous êtes amis, comment vous arrivez à vous mettre en mode travail et est-ce que vous vous êtes mis d'entrée de jeu des règles? Est-ce que la relation était évidente pour vous, mais comment vous l'avez transformée en business? Bah alors déjà, ce qui était pas mal, c'est qu'au final, on n'est pas tous amis au départ. Ok. Tout le monde est ami d'au moins une personne, mais on n'était pas tous amis de base, donc ça, on est devenus amis, mais ça crée quand même une relation un peu différente. Voilà, c'est pas les meilleurs potes, c'est pas non plus les camarades qu'on a connus en école, etc. Il y en a quelques-uns qui ont fait leur école ensemble, mais ça a créé quand même un collectif de travail. Et effectivement, on s'est mis des règles, au sens où même déjà quand on n'était pas à temps plein, on avait cette règle de se voir, je crois que de mémoire, c'était vraiment au moins une fois par semaine le soir, dégager un jour le week-end. Par exemple, pour explorer le marché, on devait aller faire des forums industriels. C'est pas les trucs les plus fun, mais on allait à Douai ou n'importe où, on allait faire les forums, etc. Donc on s'engageait à mettre du temps à disposition. Et d'ailleurs, au départ, on avait même travaillé avec 2 autres personnes. Et en fait, par exemple, ces personnes-là, elles n'ont pas réussi à s'engager, à y mettre du temps, de l'investissement, et elles ont quitté le projet. Ouais, se sont décrochés naturellement. C'était un moyen de se tester, en fait. Et donc, vous étiez tous un peu sur les mêmes rôles ou naturellement, il y a des postures qui se sont mises en place? Ouais, alors ça, c'est une bonne question. En plus, on est 5 gars du même âge, sortis d'école, donc le bazar. Je pense que naturellement, l'associé qui est à l'origine du projet, qui est venu nous chercher, il a pas mal de leadership et donc du coup, il a assez naturellement pris un peu une casquette de CEO, d'organisateur du collectif. Mais après, en fait, assez rapidement, quand on s'est lancé vraiment après le conseil, notre premier incubateur, il s'est dit, oh là là, une team de 5, du même âge, assez jeune, ça va être le bazar. Ils nous ont payé un coach pendant 3 mois, qu'on a gardé du coup 5 ans. Et son premier rôle, ça a été de nous aider à définir nos rôles. Ok, donc c'était un accompagnement mensuel? C'est ça, lui là, au début, l'incubateur nous finançait 3 mois. Et pendant 3 mois, on a fait cette redéfinition des rôles. Et puis après, lui, on a continué à le prendre dans la durée parce qu'il nous faisait du bien. Et effectivement, c'était... Donc il ne venait pas travailler la relation, il venait travailler votre place au sein de la structure pour que ce soit performant en fait. Oui, principalement. Même si plus tard, il nous a aidés parfois dans les relations entre nous. Au départ, c'était déjà quelle place on occupe, quel rôle on a, est-ce que c'est clair, etc. Et justement, comment est votre relation à l'époque? Parce que pour le vivre au début avec Diane, et pour reprendre une expression qu'on aime bien, tu manges des cailloux en fait, pendant plusieurs mois, voire années. Et tu ne sais pas trop où ça va mener, donc beaucoup de stress, de peur. Donc ça peut abîmer ça, la relation, la motivation, etc. Comment vous vivez cette période un peu de traversée du désert? Je pense que nous, pour le coup, c'était plutôt une période joyeuse et facile parce que moi je trouve que dans l'adversité, tu vois, dans la difficulté, finalement, tout le monde est en galère, donc tout le monde se serre les coudes, on a tous envie que ça marche. Et donc il y a un espèce d'élan de solidarité. Et puis à l'époque, tout est artisanal. On squattait dans la maison d'un des associés. Ses colocs qui partaient la journée, nous on allait travailler. On démontait les machines pour se former dans la cave en dessous. À midi, on allait chercher le poulet rôti et puis on jouait aux jeux vidéo. Enfin, il y avait vraiment une ambiance presque étudiante. Et du coup, tout le monde s'arrachait pour trouver quelque chose qui marche et qui se développe. Alors que je trouve qu'on en parlera peut-être, mais quand après la boîte prend de l'ampleur et il commence à avoir des enjeux financiers, de la pression des collaborateurs, là, il y a beaucoup plus de stress. Et vous vous étiez mis une deadline sur OK, à ce moment-là, si ça ne marche pas, on arrête et on reprend nos vies J'ai pas souvenir de ça, mais on a quand même, il y a toujours une réalité financière quand même. Et nous, je dis toujours, Pôle emploi, France Travail, c'est le meilleur VC de France parce qu'on avait tous le chômage et on savait qu'on avait à l'époque, en plus, il y avait 2 ans. Donc moi, j'avais qu'1 an avec l'apprentissage, mais en gros, on avait entre 1 et 2 ans de chômage. Donc on se disait, faut au moins que on pousse jusque-là. Après, on a fait du chiffre d'affaires avec le conseil, ça nous a relancé un petit peu aussi, ça nous a donné quelques perspectives. Et après, nous, on a eu de la chance au sens où après, on a accéléré et on a choisi un business où, comme on allait après réparer nous-mêmes, on a tout de suite fait du chiffre d'affaires aussi et donc levé assez rapidement. Et après, on est parti dans une mécanique de levée de fonds, donc on a pu se payer. Ouais. C'était une question qu'on s'était posée avec Diane justement sur la levée de fonds, etc. Ça vous a pas fait peur de perdre un petit peu de gouvernance dans votre propre structure?
Je pense qu'on ne se rendait pas compte dans quoi on mettait les pieds. Ok. Parce que, on en reparlera aussi sûrement, mais Murphy, c'est une société qui a levé beaucoup d'argent, trop je pense, qui est partie un peu dans un engrenage que moi je trouve malsain, c'est une des raisons de mon départ. Mais à l'époque, on se disait, il y a des investisseurs qui sont prêts à nous faire confiance. En plus, l'argent était plus facile à lever. Nous, premier tour, on lève 1,4 million. Avec 1,4 million, on se dit, on va pouvoir développer énormément. On voulait monter un atelier de reconditionnement aussi. Il fallait un peu d'argent de côté, donc on s'est dit, on y va, quoi. On fonce, on est jeune. Et puis je regrette pas, au sens où c'était aussi un moyen d'apprendre tellement de choses et tellement vite, d'avoir cet argent, que c'était génial. Okay. Après, je pense qu'on ne sait pas dans quoi ça nous met sur la suite, mais sur le moment, on était contents. Oui, vous n'étiez pas préparé à ce qui allait se passer. De toute façon, je pense qu'on l'est réellement jamais. Donc là, en synthèse, les débuts, c'est la traversée du désert. C'est compliqué, mais on serre les coudes, on a faim et on croit fort au projet. Donc, tout va bien, entre guillemets. Et là, on lève 1,4 million. C'est ça la première... C'est ça. Alors, on avait quand même cet objectif de faire... en gros, en France, quand tu veux faire une première levée, il faut quand même faire 100-150 000 euros de chiffre d'affaires annuel pour intéresser les investisseurs. Surtout sur un business comme le nôtre, c'est du service, il n'y a pas beaucoup de technologie. C'est pas un truc très technique, très mathématique ou autre. Donc on avait ce truc de se dire, on trouve un business où il y a de l'intérêt et il faut qu'on dépasse au moins les 10-20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ensuite, on va lever de l'argent et se développer, se structurer, etc. Ok. Et concrètement, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur comment ça marche une levée de fonds? Ouais. Ça dépend des tours, mais on va dire la première levée de fonds, ce qu'on appelle l'amorçage, ou le seed en France. Généralement, c'est un peu compliqué parce que la boîte est très jeune, les investisseurs n'ont pas d'historique, donc ils investissent quand même beaucoup dans l'équipe. Mais il faut quand même avoir quelques preuves de valeur et notamment avoir un peu démontré qu'on sait vendre un minimum de chiffre d'affaires, donc comme je disais, 10 000 euros par mois au moins. Et ce qu'on appelle une forme de traction, c'est-à-dire créer un effet où ils se disent « Ok, non seulement ils vendent, mais il y a vraiment de la demande et aujourd'hui, ils ne peuvent juste pas faire plus de choses parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. » Donc c'est un peu l'enjeu, c'est de créer cette appétence, voire un peu presque cette FOMO pour l'investisseur, de se dire « Si j'y vais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va y aller à ma place et c'est peut-être la nouvelle pépite. » Sachant que l'univers des investisseurs, il est quand même assez malsain au sens où eux, leur raisonnement est statistique. C'est-à-dire qu'ils se disent c'est très très risqué une start-up, donc il y en a 9 sur 10 qui vont se crasher et mourir assez vite. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que la 10e, elle fasse x100 sur mon chiffre d'affaires, sur mon investissement, mon retour sur investissement, pas mon chiffre d'affaires. Et donc, il y a aussi quelque chose d'arriver à leur vendre un potentiel intéressant. C'est pas du tout comme plus tard, quand on peut faire des levées de fonds, par exemple, sur des boîtes rentables, où on va aller chercher des rentabilités assez faibles, douces dans le temps. Là, sur une boîte en amorçage, ils vont aller chercher vraiment des boîtes qui peuvent décoller généralement. Avec la particularité, nous aussi, c'est que par rapport à une boîte, par exemple, intelligence artificielle ou technologique, on était moins sexy, entre guillemets, parce qu'on faisait de la réparation électroménager, c'est vieux comme le monde, on l'a un peu modernisé, mais voilà. Il y a beaucoup d'humains parce qu'on recrute les techniciens, donc ils avaient très peur. Donc nous, ce qui nous a aussi aidé, c'est qu'on est allé chercher une typologie de financeurs particuliers, c'est les fonds à impact. C'est-à-dire qu'ils vont destiner leurs fonds uniquement à des sociétés qui ont un impact soit écologique, soit sociétal. Et du coup, on n'était plus en concurrence avec des boîtes très technologiques qui ont un potentiel de retour sur investissement beaucoup plus fort. Et tu disais que justement, donc il y a 9 sur 10 qui se crashent, c'est les investisseurs qui vous le disent comme ça, oui. Parce qu'eux auditent le risque, donc le risque financier, le projet qui tient la route ou pas. Mais est-ce que tu as l'impression que le risque est audité au niveau de la relation aussi? Pas suffisamment, je pense. C'est un des sujets que j'aime bien traiter aussi aujourd'hui. Pas suffisamment, bien que je pense que nous, dans nos fonds, je pense à un fonds en particulier, Alter Equity, qui était qui prêtait quand même attention à ça parce qu'ils avaient eu des problèmes dans le passé. D'accord. Et du coup, on s'est fait profiler avec une psychologue du travail, je crois, avant l'investissement. Et c'était un exercice intéressant, assez pas si facile. Surtout qu'on était 5, donc elle a eu du travail, il fallait tous nous voir, etc. Et moi, j'avais trouvé ça intéressant et même, pour moi, ça valorisait le fonds, au sens où je me disais, ils font attention à ça. Ouais. Après, la grosse frustration que j'ai eue, et d'ailleurs on leur avait partagé, c'est que ce travail, nous, on n'y a jamais eu accès. Ah bon?
Non. Ok. Ça a été juste pour le fond, alors qu'on aurait pu en faire un super plan d'action sur, Oui, c'est clair, pour même vous voilà. arranger. Entre nous, améliorer notre relation, etc. Et on n'a jamais eu ce retour-là. Donc, tu as trouvé que c'était hyper différenciant pour ce fonds d'investir la relation. Et encore, vous l'avez fait séparément, en fait. La psy, vous l'avez vu chacun Exactement, votre tour. ouais. Donc, elle venait bosser personnellement sur vous, mais pas, encore une fois, sur la relation. Ce qui se Pas du jouait collectif. en interne. Ouais, c'était plutôt notre coach qui, après nous avoir clarifié les rôles, a un peu travaillé là-dessus. Mais non, elle était... En fait, pour être transparent, je pense qu'elle vérifie aussi qu'on était honnête et que, parce que c'était la levée d'après, donc quasiment 4 millions d'euros, on n'allait pas partir faire n'importe quoi, ouvrir un compte au Panama, quoi. D'accord. Parce qu'ils ont déjà eu des cas comme ça. Et tu te souviens un peu du type de questions qui se posent je sais que, alors c'était il y a un bout de temps, mais par exemple, quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'elle nous demandait de décrire nos autres associés, de donner par exemple une image de ce qu'ils représentaient pour nous. Et ce qui était assez fou, c'est qu'après on s'est débriefé entre nous et on donnait quasiment tout le temps la même image pour la même personne, alors qu'on était 5 quand même. Ouais. Donc en termes d'énergie renvoyée, de ce que ça incarne, etc. Donc, et je pense que c'était pour aussi vérifier est-ce qu'on se connaissait bien entre nous quand même, on avait la même image des autres, enfin chacun avait la même image ou quelque chose de cohérent. Ou si on ne se connaissait pas et qu'on avait monté un collectif comme ça qui ne tourne pas. Pour voir. Ouais, voilà, pour lever de l'argent et partir avec, quoi. Ok. Mais je me souviens pas de tout, mais ça m'avait marqué. Ok. Et donc là, ça commence à bien marcher. Vous avez fait la première levée, la seconde arrive. Est-ce que tu sens qu'il y a une dynamique qui a changé au niveau de la relation, enfin de vos relations et de l'intensité dans le travail? Oui, alors déjà, le premier gros changement, c'est donc à peu près après la première levée. En même temps, se fait un peu le travail du coach. Et donc, au début, c'était vraiment, voilà, il y avait un leader. Et nous, on travaillait, on développait le projet. Et là, en l'occurrence, le leader, le CEO, se rend compte que il n'a peut-être pas toutes les compétences pour bien gérer la boîte. Le coach aussi nous fait part de cette analyse-là. Et en fait, on éclate la fonction en deux. Et il n'y a plus un CEO, il y a un président, un DG. Okay. Du coup, moi, je deviens DG. Et, tu le voulais? Je ne savais même pas que ça existait à l'époque. D'accord. Mais par contre, ça m'intéressait. Moi, je sais que j'aimais bien les rôles managériaux. Dans mon asso en école, j'étais président de l'école, j'ai géré 24 personnes. C'est un truc que j'aime bien. Et je pense qu'on se complétait assez bien avec du coup mon binôme qui est devenu président. Où j'aime bien cette phrase. D'ailleurs, souvent, les binômes comme ça à la direction, je trouve qu'ils incarnent un peu cette énergie. C'est il y en a un qui donne envie, ou une, et un qui donne confiance. Voilà. Donc c'est souvent ça, et c'est très difficile de donner envie et de donner confiance. Parce que quand on donne envie, on va souvent survendre les choses, croire à fond, mais des fois faire peur en fait, dans l'ambition qu'on a. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui équilibre et qui donne confiance, qui est plutôt rassurant sur comment on va faire les choses, sur l'exécution. Donc là-dessus, je pense qu'on avait nos casquettes fonctionnaient bien. Vous étiez bien équilibré. Ouais. Et donc il y a toujours ce coach qui est là, vous faites des points hebdomadaires, même sans lui, mais est-ce que vous revenez sur est-ce que là, comment se sent l'équipe, est-ce que ça va, comment je gère et tout, vu que tu disais que tu ne connaissais pas cette fonction, est-ce que vous veniez vous challenger sur qui fait quoi? Moi, notre coach, on le voyait tous les 15 jours, et c'était surtout dans ces moments-là. Mais on ne l'a pas assez fait. Je pense que le travail d'un peu de feedback sur la relation entre nous, il n'était pas suffisant. Parce que vous ne preniez pas le temps ou vous ne l'aviez pas peut-être? On ne le prenait pas. Le temps, ça se prend. Ouais. Je pense qu'on avait mis en place un comité de direction, on était assez bon sur les routines, on a quand même une routine d'associés, mais elle était très dédiée sur les enjeux stratégiques, la relation avec les fonds d'investissement, les gros problèmes opérationnels, les trucs comme ça. La grosse to-do interminable que tu fais, mais jamais pour vous, quoi. Pas trop la qualité de la relation. Après, moi, j'ai pris un peu ce rôle-là en tant que DG d'animer le collectif. J'étais assez sensible à ça, donc j'essayais de faire des exos un petit peu de comment ça va, la météo. Nous, on a un exercice chez Murphy qu'on aimait bien, on appelle ça valise, poubelle, machine à laver. Okay. Donc la valise, c'est ce que... Ouais, ma machine à laver, c'est pour Murphy, du coup. Mais en gros, la valise, c'est sur une période donnée, c'est ce que tu gardes avec toi. Ouais. La poubelle, c'est ce que tu jettes, que tu veux plus revivre. Et la machine à laver, c'est ce que tu veux améliorer. Et essayer d'instaurer un peu cette culture-là, mais on ne l'a pas suffisamment fait. Et puis je pense qu'il y avait aussi un peu d'ego, etc. C'est difficile de mettre en place une culture de feedback. Elle n'a pas été élevée comme ça.
Ah bah, c'est clair, et on va en reparler. Mais du coup, à ce moment-là, est-ce que il y a un truc qui se passe en toi de petit à petit, je me sens moins bien au sein de la structure? Euh, pas tout à fait à ce moment-là. Je pense voilà, on fait la première levée de fonds, je deviens DG. Donc, j'ai un nouveau poste, j'apprends énormément, je m'appuie beaucoup sur mon coach qui m'aide aussi à prendre confiance dans cette posture-là. Euh, Puis ça marche, quoi. On se développe, on fait beaucoup de croissance. À l'époque, on était en Île-de-France, on ouvre Lille, Lyon, Nantes. Enfin voilà, il se passe tellement de choses qu'on est pris tout de suite dans cette L'engrenage, accélération, quoi, dans ce trou noir, mais qui est génial hein, en termes d'apprentissage et d'émulation. On change de bureau, notre bureau devient trop petit, on change de bureau. Enfin, il se passe plein de choses. Je pense que c'est une époque où on s'oublie pas mal en termes de perso, on travaille beaucoup. Mm. On a toujours su s'arrêter le soir et pas trop travailler le week-end, mais en fait, on n'a pas l'énergie de faire beaucoup de choses en dehors de ça. Donc le sport, on prend tous du poids, enfin, ça va pas du tout, quoi. Mais on est drivé par ce truc-là, quoi. Cette croissance, Difficile de s'arrêter de bosser sur ce ouais. projet, quoi. Et puis moi j'aime beaucoup l'entrepreneuriat au sens où j'ai l'impression que c'est le truc qui m'a fait le plus apprendre en le moins de temps possible. Ouais. Et là, c'est une encyclopédie qui s'ouvre avec des moyens en plus pour y arriver. Donc, au début, ça va assez bien pendant 3-4 ans au moins. Et c'est plus après quand moi j'ai eu, on pourra peut-être zoomer là-dessus, mais j'ai commencé à avoir des problèmes financiers récurrents dans la boîte. C'est-à-dire qu'on devait relever en urgence très, très régulièrement. On tenait pas nos objectifs. Moi, je croyais plus trop au plan qu'on faisait. J'ai commencé à dire, moi, l'image qui m'est venue, que j'avais partagée avec mes associés, je commençais à dire, je suis un poisson rouge dans un bocal. J'ai l'impression que on fait le tour du bocal chaque année, et après on relève de l'argent. On sait très bien qu'on va pas y arriver aux objectifs, donc on relève. Et là, je commençais à tourner en rond. Mais pas pendant 4-5 ans, non. C'était vraiment génial, quoi. Ouais. Et donc, à ce moment-là, tu commences à alerter les autres? Oui. Comment ça se manifeste? C'est pas facile, je pense que déjà, comprendre que tu es dans un engrenage, par définition, c'est pas si facile. Ouais. Notre coach a été super, mais je pense que là-dessus, il nous a aidé plutôt à pousser à la machine et à tenir bon, mais pas forcément À questionner ce qui n'allait pas, à quoi. questionner cette trajectoire une fois qu'on était dedans. Parce qu'en même temps, s'il la questionne trop, il vient fragiliser ce qu'on est en train de faire. Lui, il est plutôt là pour nous donner confiance. Mais moi, je commençais à me remettre en question. Il y a peut-être des événements de la vie. C'était un peu après le Covid que ça a commencé à douter. J'ai commencé à douter. Donc, j'ai perdu mes grands-parents à ce moment-là. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui font que dans la vie, on se dit, oh là là. Après quoi je cours? Ouais, après quoi je cours? Pourquoi je fais ça au final? Une question que je pose beaucoup là, dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est quand est-ce que tu as réussi? Ouais. Et en fait, je suis incapable de répondre à cette question. Et le temps, il passe, on perd des proches. On se sent un peu quand même physiquement, voilà, comme je disais, on faisait pas assez de sport, on perdait en qualité de vie, etc. Et donc j'ai commencé à me questionner sur la trajectoire qu'on prenait et le sens de faire tout ça. D'autant plus que je commençais à avoir cet effet de, même si on se développait encore, pour moi, on résolvait pas les problèmes structurels, les problèmes financiers, etc. Parce que si on revient au départ de notre échange, tu disais que tu t'étais lancé dans Murphy alors que dans ta vie, tu étais un peu en perte de sens, etc. Oui. À un moment donné, est-ce que Murphy t'a donné ce sens-là, c'est-à-dire j'avais quelque chose qui me passionnait à faire? Oui. Mais de ce que j'entends, c'est aussi je ne sais pas à quel moment j'ai réussi. C'est-à-dire que pour toi, c'était pas encore ça la réussite, malgré les fonds, tout ça? Bah, en fait, je pense que ça m'a vraiment donné, ça m'a nourri des années. Et du coup, ça a complété cette tâche de dire donner un sens pour quelques années. Et je pense que ça aurait pu continuer à l'être, mais pour moi, après, on n'a plus fait les choix qui me correspondaient. Et en fait, notre coach, il parlait de désalignement progressif, j'aime bien. C'est qu'au début, on avait la même énergie, on est parfaitement alignés. Puis après, la vie évolue, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont d'autres envies. Et on se rend compte que finalement, ce qu'on veut faire du projet, c'est plus la même chose. Sauf qu'on n'a pas pris l'habitude d'en discuter de ça. Oui, c'est ça. Et du coup, quand on l'a fait, c'est là où c'est devenu quand même assez violent au sens compliqué, quoi. Et parce que ce qu'on observe souvent, c'est pas tant le problème du désalignement qui fait que la relation a mal, en fait. C'est le fait de justement pas en parler et qu'après, on commence à avoir des croyances sur les intentions de l'autre. Oui. C'est-à-dire, un exemple, toi, peut-être que tu as pu te dire, mais ils ne voient pas ce que je suis en train d'essayer de leur dire sur les problèmes qu'on rencontre. Donc c'est quoi? C'est moi qui ne suis pas important?
Enfin, je sais pas, hein, je mets Ouais, des mots dans ta bouche, non, mais mais je en fait, comprends. tu donnes des intentions à l'autre qui sont pas ça. C'est juste si on arrivait à se recadrer et à se dire, ben, en fait, on a besoin d'avancer ensemble, on a envie d'avancer ensemble parce qu'on s'apprécie, parce que le projet est trop cool. Ben, je pense que c'est comme ça que le réalignement se fait à un moment donné. Ouais, carrément. Et puis moi, j'irais même plus loin, c'est que nous, le sujet du départ était tabou. Hmm. Et du coup, à partir du moment où on peut pas parler de tout, c'est qu'il y a un problème de C'était culture de la tabou. communication. Pourquoi vous étiez Et déjà ben, dit, c'était inconcevable pour le CEO, un de mes associés, de partir de ce projet. Ok, C'est tellement incroyable, on peut pousser tellement loin, et du coup, partir, c'est un acte de déloyauté. ok. Et alors qu'en fait, moi je le vois là dans les boîtes que j'accompagne, c'est au contraire, je trouve ça hyper sain de clarifier la situation si quelqu'un part. Alors évidemment, on ne peut pas partir tous les 6 mois quand on est associé, mais par exemple, moi je travaille beaucoup sur des cycles de 3 ans avec les boîtes que j'accompagne, sur clarifier les objectifs à 3 ans, c'est quoi les conditions de départ, à la fois pour valoriser les personnes qui ont œuvré, mais laisser du capital, parce que les gens qui partent ne travaillent plus pour l'entreprise, donc libèrent du capital. En fait, créer vraiment une culture de la transparence autour de ça. Et nous, ça n'a pas du tout été le cas parce que on a démarré jeune, on s'est fait embarquer et on s'est dit, bon, on fait ça, mais en fait, on n'avait aucune idée de si on allait faire ça 3, 6, 15 ans, etc. Et l'aventure n'est pas finie d'ailleurs, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et ça, on ne l'avait pas du tout clarifié. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as ressenti qu'à un moment donné, tu as préféré taire des choses en te disant que peut-être si tu les disais, tu allais abîmer le lien? Alors ça, moi, je pense que j'ai un fonctionnement particulier. C'est que de base, je suis plutôt complètement comme ça et je pense que j'ai exprimé des choses trop tard. Par contre, il y a un espèce de truc au fond de moi et si c'est plus aligné, je peux pas rester. Tu peux pas faire semblant. Je peux pas, Ouais. je peux pas faire le dos rond et accepter si vraiment je sens que la corde elle est pas au bon endroit. Donc une fois que j'ai réalisé que c'était pas aligné et qu'en discutant je voyais que ça n'avait pas évolué, c'était compliqué de se projeter. Ouais. Ok. Et donc ça t'est arrivé, j'imagine, puisque tu es parti. Oui. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce déclic, le moment où c'est arrivé? Ouais, alors je me souviens d'une conversation un peu banale en fait, où j'étais avec 2 de mes associés et on était aux terrasses du café pas loin des bureaux et puis il m'arrivait encore un problème RH en tant que DG, ça arrive tout le temps, c'est pas grave. Et je vais les voir et ce truc-là, je leur parle de ce truc-là et je leur dis oh là, cette personne-là, ça va pas, etc. Et je leur dis et puis il manquait plus que ça. Tu vois. Et un de mes associés qui dit tiens, pourquoi tu dis ça, il manquait plus que ça? Et là, en fait, je sais pas pourquoi, il y a un peu tout qui sort, quoi. Ouais. Je leur dis en fait, ça va pas, le trajectoire qu'on prend, ça va pas, le rôle que j'ai, la relation président-DG, elle me convient pas. Et donc, il y a un peu tout qui sort. Suite à ça, il y a mon coach qui nous aide un peu à avoir une discussion parce que l'objet de mon départ, c'était à la fois la trajectoire de la boîte et la relation que j'avais avec le président. Il y a un autre de mes associés qui a un peu joué un rôle de médiateur aussi, puisque nous, on n'avait pas de médiateur, donc on a fait avec les moyens du bord. Mais ça a déclenché un peu toutes ces discussions. Et une fois que quand même, tu dis des choses comme ça, il y a quand même un avant, un après. Je voulais pas partir à l'époque, mais j'ai vraiment parlé de problèmes forts, structurels. Et forcément, si c'était pas résolu, il y allait avoir un problème entre nous. Et comme ça n'a pas été résolu, de toute façon. Et à ce moment-là, tu te sens un peu seul contre tous parce que j'ai l'impression que toi, tu parles de choses, tu parles d'un flot de choses qui t'ont traversé. Et la réponse en face, c'est mais pourquoi tu dis ça comme si tu avais été le seul un peu à percevoir. Oui, alors en problème. fait, en gros, ce que j'ai moi vraiment apprécié, c'est qu'on avait l'espace pour en discuter, il y a le coach qui était là, etc. Mais quand tu vis une croissance comme ça, c'est jamais le bon moment de parler de ces sujets-là. Donc on te fait comprendre un peu de dire non mais attends, faut pas mettre le bordel à ce moment-là, il y a trop de choses à faire, quoi. Et sauf qu'avec un raisonnement comme ça, tu peux rester 15 ans dans une boîte et être malheureux. Et je pense qu'il n'y a jamais le bon moment, c'est jamais le bon moment de parler des choses qui fâchent. Mais au contraire, pour moi, maintenant, c'est plus on en parle vite, plus c'est mis de côté et plus on avance. Et donc ça, au début, moi, j'ai même ressenti un peu de la culpabilité d'amener ces sujets-là. Et pourtant, je pensais que c'était nécessaire. Et après, ce qui a été un peu dur aussi, c'est que, on est 5, donc je suis celui qui amène le sujet. Donc j'ai senti un peu un 4 contre 1 pendant un certain temps. Ça, c'était un peu dur. Mais après, j'ai un autre de mes associés que je trouve très courageux et qui a quand même joué ce rôle un peu de médiation, justement.
je trouve ça courageux parce que lui, il a que des coups à prendre, parce qu'il était encore dans la boîte. Il est encore dans la boîte. Donc, et il essayait quand même d'équilibrer les discussions, qu'il y ait quelque chose de sain. Donc avec le risque de se mettre à dos les associés qui restaient, moi qui étais un peu perdu, mais il a essayé quoi. Malheureusement, il n'avait pas la neutralité non, en qui plus. implique une bonne médiation. Exactement. Donc à ce moment-là, les échanges, c'est quoi? C'est hyper tendu ou vous arrivez quand même à nommer les choses Ça prend du temps. Hein. Moi j'ai mis, entre les premières discussions, le café là, et mon vrai départ, j'ai mis 2 ans quasiment. Ouais. Donc c'est long. D'abord, c'était un autre associé qui a essayé de clarifier la situation, mais ça ne marchait pas avec son profil. Et après, l'autre a réussi quand même à accélérer les choses, mais c'était pas du tout structuré. Il n'y avait pas de planification de ce truc-là, donc ça a traîné en fait. On a eu des discussions, mais elles n'étaient pas claires, donc on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord sur l'accord qu'on avait trouvé entre nous. Donc ça a réouvert les discussions 1 an plus tard. Enfin, mais c'était jamais purgé non. Jusqu'au bout, quoi. Et vous êtes tourné vers les investisseurs à ce moment-là pour essayer d'avoir une porte Non. Nous, on avait cette volonté, et pour le coup, on était alignés là-dessus, de trouver un accord entre nous. Ouais. Moi, j'avais ce truc-là, même si c'était assez conflictuel, dans l'idéal, et c'est ce qu'on a réussi à faire, pas avoir d'avocat. Je savais pas qu'il y avait des médiateurs, sinon j'aurais pensé à cette solution, mais le côté avocat, plus bataille, quoi. Si vraiment j'avais pas été respecté dans mon départ, je l'aurais fait. Mais on a réussi à trouver quand même un compromis qui a été lourd pour moi, mais qui m'a convenu quand même. Mais voilà, j'avais un peu cette volonté de dire, est-ce qu'on n'arrive pas quand même à trouver une solution ensemble, quoi. C'est le but du collectif, normalement, c'est ça. Donc ça me tenait à cœur. C'est aussi pour ça que ça a traîné peut-être. Peut-être qu'avec des avocats, ça serait allé plus vite, mais j'avais pas envie de ça. Plus fort et plus mal, peut-être. Voilà. Non, je sais pas, plus cher pour tout le monde, je sais pas. Mais effectivement, avec Diane, c'est ce qu'on essaye de faire, enfin, c'est ce qu'on fait même chez Azimut, c'est de prévenir tous ces sujets de gouvernance, mais ça couvre tous les sujets de l'entreprise, c'est-à-dire les désalignements que tu as nommés. Il faut dès le début mettre un doigt dessus et se dire régulièrement où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui n'a pas été pour toi ce mois-ci, cette semaine-ci, etc. Et nous, ce qu'on encourage à faire aux gens à qui on parle, aux entrepreneurs à qui on parle d'entrée de jeu, c'est de se créer des rituels. Toutes les semaines, surtout au début. Venez fréquemment parler de la relation, de ce que ça vous fait, des peurs qui vous habitent, parce que l'autre a forcément les mêmes, ou en tout cas on a, et vous devez échanger sur cette question. Donc toi, tu es là à ce point de rupture, à ce moment-là, et tu te dis peut-être maintenant qu'avec le recul, tu aurais eu recours à un médiateur si ça avait été possible. Ouais, clairement. Je pense que c'est vraiment le positionnement qui m'aurait parlé. Au sens où moi, j'avais pas cette volonté de... Mon but, c'était pas de maximiser l'argent ou les parts que je pouvais garder ou autre, c'était de trouver un compromis honnête pour moi et pour les autres. Donc je pense que le côté avocat m'allait pas trop. Et en même temps, on voyait bien qu'en vrai, notre discussion, on n'arrivait pas à la faire. Et notre coach nous a aidés, mais après, lui aussi, son but, c'était de continuer à coacher l'entreprise, donc les gens qui restent. Donc à un moment, il nous a aidés, mais après, c'était plus son rôle. Donc je pense pour le coup, on aurait vraiment eu besoin d'un acteur qui faisait cette mission, cadrée dans le temps, dédiée à ça, et voilà. Et tu te souviens, j'imagine, du jour où tu as décidé que tu pars? Ouais, c'est marrant parce que j'ai pas le moment précis. Okay. Mais j'ai quand même un moment où j'ai quand même eu donc la discussion avec mon autre associé et le coach. Et là, j'ai vu qu'en fait, en face, on me répondait rien. J'avais préparé ma discussion, j'avais pris le temps. Et la personne en face, elle n'a pas rebondi sur ce que j'ai dit. Et elle ne m'a pas écouté, ou je ne me suis pas senti écouté en tout cas. Et je me suis dit, en fait, on va pas trouver un terrain d'entente, quoi. On va pas... je vois pas comment on va trouver une solution, et donc peut-être que j'ai commencé à réaliser, mais c'est compliqué, quoi. C'est un peu comme un deuil, quoi. Ça prend du temps, on se rend pas compte tout de suite, quoi. Oui, on n'a pas envie de lâcher. Non. Et donc tu prends cette décision finalement, et là tu décides de partir sans rien demander, sans avocat, sans quoi que ce soit. Oui. Est-ce que avec le recul, tu aurais fait différemment, et comment tu expliques cette décision en fait?
Du coup, à partir du moment où on met des mots avec les autres associés sur le fait que ça sera un départ, donc là, c'est là qu'on est rentré un peu dans les discussions de c'est quoi le package, etc. Sachant que nous, dans une boîte qui lève beaucoup d'argent, mais du coup qui n'est pas rentable, donc pas de possibilité de sortir avec du cash. En même temps, moi, si je pars, Oui, tu as investi du temps. J'ai dû investir du temps, ça faisait 7 ans. Faut que je retravaille derrière. Quand on est entrepreneur, c'est pas une fiche de poste très classique, quoi. Donc c'est un peu compliqué de se vendre. Donc on est quand même malin, c'est qu'on anticipe ce truc-là et donc je démissionne de ma fonction de DG, je deviens salarié pour commencer à cotiser au chômage. C'est quand même pas bête parce qu'on a au moins ça. Et après, en fait, et comme ça a traîné, que ça a pris quasiment 2 ans entre le début de cette discussion-là et ma démission en tant que DG et la vraie sortie, finalement j'ai cotisé au chômage quasiment 2 ans, donc j'ai eu mon chômage. Donc ça m'a offert ce chômage-là. Ah oui, tu as commené à préparer la sortie encore dans la boîte. En fait. Oui, je me suis mis en 4/5e aussi, j'étais moins payé, mais ça permettait de moi de m'équilibrer. J'ai démissionné de mes fonctions de DG puisqu'il y avait un sujet de relation. Et je me suis occupé d'un scope très précis. En gros, je me suis occupé des formations management qui était la vision que j'avais pour la suite. Ce qui était bien, c'était avec un scope assez isolé et précis, qui avait de la valeur pour l'entreprise, mais qui touchait moins. Je suis sorti des points d'associés, je suis même sorti du comité de direction, j'avais mon scope. Et ça nous a permis de nous donner le temps de discuter et de s'accorder sur un package de départ. Et ensuite de le présenter aux investisseurs. Parce que vous aviez un pacte d'associés, j'imagine ? Oui. Il n'était pas suffisant non. à ce moment-là. Alors ça, pour le coup, j'en accompagne des boîtes. Il n'y a jamais un pacte que j'ai vu qui est bien sur les conditions de bad ou good liver, c'est-à-dire les conditions de départ. C'est toujours soit on a fait une énorme faute professionnelle et donc évidemment il faut être licencié en gros et partir au nominal. Soit c'est quelqu'un qui a eu un accident et qui devient un légume et on va lui donner un peu d'argent parce qu'il a rien fait, c'est pas de sa faute. Sauf qu'en fait 99,9% des cas c'est plutôt des conflits ou des désalignements, mais c'est pas vraiment un problème d'un ou de l'autre. Et c'est ça généralement pour la boîte que la personne parte. Sauf que c'est pas cadré, c'est là où ça prend des plombes. Oui, c'est clair. De discuter. Vu que c'est jamais anticipé, une fois que ça éclate pour un sujet qui n'est pas nommé dans le pacte, exactement. Ça part dans tous les sens, quoi. Et c'est ce que j'essaye de faire pas mal sur les boîtes que j'accompagne qui lèvent de l'argent, c'est de clarifier dès le départ ce qu'on pourrait appeler une sorte de medium liver, c'est-à-dire liver intermédiaire sur c'est quoi, en fait, mettez-vous à la place de si vous restez ou si vous partez, qu'est-ce qui vous paraît juste dans les deux situations, et au moins clarifier un maximum ce truc-là, dès maintenant, avant que la boîte vaille très cher. Ok. Et donc tu décides de partir, ça se passe. Déjà, comment tu es après ? Est-ce que tu t'en soulagé finalement ou complètement déprimé ? En fait, ce qui est cool, c'est que finalement, j'ai ces 2 ans un peu de flottement, mais où finalement, je commence déjà à faire mon deuil. C'est-à-dire que je suis encore dans la boîte, j'ai mon petit périmètre, je sais que ça va mener à un départ, mais on n'a pas encore trouvé les conditions et l'accord. Mais mine de rien, je pense que mon process, je commence déjà à processer, et je suis assez reconnaissant de cette période-là. Et pour le coup, même mes associés, je suis reconnaissant par rapport à ça, où on n'a pas fait un truc trop brutal non plus, où du jour au lendemain, il fallait que je parte, etc. Et du coup, je pense que ça m'a permis d'avancer. J'ai commencé à me former en coaching. Ils étaient OK aussi que j'accompagne des boîtes. Je le faisais bénévolement à l'époque, mais je commence à voir d'autres choses, à m'ouvrir un peu les chakras. Et du coup, ce qui fait que quand je suis vraiment parti, alors ça fait toujours bizarre. Moi, je me souviens, un truc qui m'a marqué, c'est à un moment, forcément, on a coupé mes Slack. Et du coup, j'ai plus rien, quoi. Et en fait, c'était très bien. Mais je pense que ça n'a pas été si compliqué et douloureux. Et puis après, moi, mon choix, ça a été de dire, je suis parti en septembre 2024. Le lendemain, j'étais en Espagne, je suis allé grimper 3 mois avec un copain. Et vraiment faire un gros sas pour dire, OK, ma vie, elle a changé, c'est un nouveau chapitre. Et donc, une espèce de sas qui fait qu'il y a un avant, un après. Ça, c'était bien. Oui, parce que ce qui est quand même traumatisant dans la séquence, c'est que tu as aussi perdu des amis. Oui. Et des années de travail avec eux, donc... Carrément. Et puis tu perds... ce qui est dur aussi, je trouve, c'est que on l'a monté jeune, donc nous, on n'a pas vraiment de carrière professionnelle. On a fait des stages, quoi. Donc c'était ton identité professionnelle, ton équilibre financier. C'était des amis. Alors, il y en a que je revois, je les ai pas non plus complètement perdus, mais forcément, je travaille plus avec eux au quotidien.
moi, c'est pas très important pour moi, mais tu as une forme de statut social. On sait te définir. Tu étais entrepreneur, tu gérais Oui, Murphy, tu levais etc. des fonds. On savait à peu près ce que tu faisais. Là, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu remontes une boîte? Le salariat, ça fait peur quand tu n'as jamais connu ça. Donc il faut fait aussi peur. retravailler, voilà. Il faut retravailler un projet professionnel d'un coup, quoi. C'était pas prévu en fait. Ouais. Et donc, tu reviens de cette session escalade qui dure 3 mois. Ouais. Et là, tu crées directement une nouvelle structure. Oui, en fait, je l'avais quand même un peu réfléchi. Mhm. En fait, au début, je m'étais dit, quand même, je suis parti en Espagne, j'étais quand même un peu dégoûté de tout ça. Mm. De l'univers, des startups, des levées de fonds. Je me suis dit, moi, je me suis même dit, est-ce que je me reforme pas dans un métier manuel, je sors complètement du business, etc. Mais je pense que c'était aussi, c'était un trop-plein. Et les 3 mois en Espagne m'ont fait faire une pause. Je m'étais posé aussi la question, est-ce que je deviens moniteur d'escalade, etc. C'est une passion, donc je me dis, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, je me suis dit, 3 mois, j'ai adoré. Je fais ça 4 fois par semaine, mais mon métier, je ne voulais pas non plus. Donc ça m'a fait prendre du recul. Et je me suis dit, mais quand même, j'aime bien l'entrepreneuriat, j'aime bien être au contact de ça. En plus, moi, je fais de l'entrepreneuriat à impact, donc je trouve que les entrepreneurs qui se lancent là-dedans, c'est inspirant, les projets me parlent, j'ai l'impression de faire ma part du job pour la planète, on fait comme on peut. Donc je me suis dit, mais en fait, ça m'intéresse. J'ai adoré le métier de mon coach. D'ailleurs, je m'étais toujours dit, c'est le truc que je voudrais peut-être faire plus tard après Murphy. Et donc j'ai commencé à dire, bah tiens, j'ai quand même fait quasiment 10 ans. J'ai l'impression d'avoir une bonne écoute et une bonne capacité à accompagner. Est-ce que j'essaierais pas de me lancer un peu là-dedans, quoi. Donc Ok. c'est devenu un peu comme ça, en fait. Et donc, maintenant, c'est ton quotidien. Oui, Et donc, tu kiffes déjà ce que tu fais. ouais, c'est Tu cool. te sens à ta place, en fait, maintenant. Ouais, carrément. Ouais. Du coup, ouais, maintenant, j'accompagne, en gros, 80% de mon temps, je coach, j'accompagne des entrepreneurs, des collectifs d'associés. Et 20%, j'ai gardé un truc qui me tient à cœur, peut-être par l'histoire, c'est que j'avais créé des formations en management, et notamment sur le feedback. Mm. Je fais des formations en feedback pour les équipes, parce que avec l'histoire que j'ai, je pense que ça me parle. Et ouais, je suis à mon compte. Mes clients, c'est quasiment que des entrepreneurs, entrepreneuses, donc je reste dans ce milieu-là. Mm. Des problématiques que je connais, que j'aime bien, quasiment que des clients à impact. Donc ouais, je m'éclate bien. Et donc, c'est quoi un accompagnement avec Ben? Concrètement, si demain, je t'appelle et je te dis, bon, je lance ma boîte, on est 2, comment tu peux m'aider? Alors ça va dépendre au stade où tu en es. Est-ce que tu démarres? Est-ce que tu es en train de lever des fonds? On m'appelle aussi parfois à ce moment-là où il faut commencer à se structurer. Est-ce que tu as de lever des fonds? Tu recrutes des équipes. Mais moi, je fais toujours un temps d'immersion. Je travaille au niveau du collectif d'associés. Donc je fais un temps d'immersion. Justement, tout ce que j'ai vécu, je le challenge pas mal. Donc, je reprends du temps. Est-ce qu'ils ont une vision commune? C'est quoi leurs critères de réussite? Est-ce qu'ils ont des routines de communication, etc. Enfin, tout un travail autour de à la fois le collectif, les relations et la stratégie. Est-ce qu'ils veulent construire un truc ensemble qui est cohérent? Et après, en fait, en fonction de ça, moi, c'est un accompagnement que je propose. Soit c'est 1 heure par semaine, soit 2 heures tous les 15 jours. Et on avance sur les enjeux. Et il y en a qui sont identifiés dès le départ. Et puis après, si la boîte se développe, après, on lève des fonds. Donc en fait, on a d'autres problèmes. Il faut gérer son board, ses investisseurs. Après, on recrute. Donc on a d'autres problèmes. Et après, en fait, il faut des managers, il faut les former. Donc il faut créer une formation. Enfin, voilà, moi, je me sens capable d'accompagner de 0 à 20 millions, quoi, comme on l'a fait. Après, au-dessus, il y a des gens qui savent faire. Moi, je suis pas allé jusque-là. Ok. Et donc, tu crois profondément à la régularité. Pour toi, toute boîte doit investir, ou en tout cas, si elle passe par des fonds, se faire aider dans l'investissement pour se faire accompagner sur la relation. Ouais, moi, j'y crois beaucoup. Au tout début, t'as pas les moyens, donc t'es obligé d'attendre un peu, mais assez rapidement. Moi, le parallèle que je fais beaucoup, comme je viens de l'univers du sport, c'est quand on prend un athlète ou une athlète de haut niveau, en fait, pour réussir, même si c'est un sport individuel, il est énormément entouré. Il y a un nutritionniste, un préparateur mental, un préparateur physique, un kiné, toute une équipe. Et si tu réfléchis, un entrepreneur, une entrepreneuse, il gère autant, voire plus de pression, du stress aussi, des enjeux financiers énormes, et il est solo, quoi. Franchement, il est solo. Et il n'a pas du tout ce réflexe, comme le sport de haut niveau, d'investir. Ça commence à l'être, mais pas tant que ça. Et donc oui, moi je suis vraiment pour que voilà, quand on est entrepreneur, qu'on commence à avoir un peu des ressources, il faut investir sur soi. Et en plus, c'est le seul truc qu'on garde si la boîte elle plante, quoi. C'est tout ce qu'on investit sur soi qu'on pourra réutiliser à la boîte d'après. Et donc toi maintenant, avec le recul que tu as et la vision d'aujourd'hui, à partir,
qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que tu sais s'il y a des étapes vraiment dans ta tête que tu ferais différemment? Euh, Après, c'est toujours facile de réécrire Ouais, l'histoire. bien sûr. Je pense qu'à l'époque, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. On s'est lancé à fond dedans, corps et âme, et c'est comme ça qu'on a réussi à quand même quelque chose de sympa. Après, là, si je remonte quelque chose, bah déjà, je vais me proposer je vais être beaucoup plus exigeant sur qu'est-ce que je veux construire, c'est quoi mes critères de réussite sur ce projet, est-ce que je veux gagner de l'argent et l'assumer, est-ce que je vais avoir que de l'impact, combien de temps je me projette, est-ce que je vais y mettre 15 ans, est-ce que je vais y mettre 5 ans, revendre rapidement ou pas, vérifier que c'est cohérent avec mes associés avec qui je m'associe. Et après, là où je vais être très exigeant, c'est m'assurer que les associés avec qui je m'associe, ils aient vraiment cette volonté cette appétence pour le feedback, sur le fait de se dire les choses, qu'il n'y ait pas de sujet tabou, même si c'est pas facile, cette volonté de se former aussi dans le feedback, voilà, d'y mettre des efforts et de se dire ok, c'est important, c'est pas forcément agréable, mais c'est important de le faire. Et il y a des équipes qui se débrouillent bien sans, qui se disent bah non, nous on fait ça, mais moi je m'associerai pas à quelqu'un comme ça. Et c'est une transition toute trouvée vers nos questions signature, puisqu'on arrive à la fin de l'épisode. Déjà. Et déjà, c'est passé vite. Et justement, quel conseil tu donnerais au Ben de 24 ans qui se lance dans l'aventure Murphy? À la fois paradoxalement de pas trop réfléchir non plus, parce que sinon tu trouves toujours les problèmes pour ne pas te lancer. C'est plus facile de trouver les problèmes que les solutions. Et en même temps, de prendre le temps de réfléchir à pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu veux atteindre. Super, je partage. Cool, tant mieux. Est-ce que tu as une œuvre, un livre, un film à recommander sur cette thématique-là? Oui, alors du coup, comme je disais, moi, j'ai pas de famille entrepreneur, donc j'ai pas le mindset au départ. Et ce qui m'a bien aidé, c'était un chercheur qui avait interrogé une centaine d'entrepreneurs sur comment ils pensent. Et du coup, ça s'appelle l'effectuation de Philippe Silberzheim. Donc, Philippe Silberzheim, c'est un chercheur à l'EM Lyon qui a repris les travaux d'une américaine. Okay. Et c'est un peu le mode de pensée des entrepreneurs, et on se rend compte c'est assez différent de la réflexion classique. L'image qu'on prend en très court, c'est si on demande à, on va dire, un cadre d'entreprise classique de faire à manger, il va regarder la liste, sa recette sur Internet, il va faire les courses, il va faire une recette. Et si on demande à un entrepreneur de faire à manger, il va regarder ce qu'il y a dans le frigo et puis il va se débrouiller, quoi. C'est caricatural, mais franchement, c'est un peu ça. Et du coup, de ce livre-là, on tire surtout un gros concept, c'est la perte acceptable, et c'est de se dire, en fait, je ne sais pas trop si ce que j'ai en tête, ça peut marcher, mais je peux essayer d'estimer quel effort je peux y mettre, quelles ressources j'ai, et voir si ça fait effet. Si ça porte ses fruits. Et si ça ne fait pas effet, je passe à autre chose. C'est ça l'entrepreneur aussi, savoir rebondir. Exactement. Super. Et si tu devais entendre une personne au micro du point de bascule, ce serait qui? Et pourquoi? J'en ai pas mal parlé, mais je pense qu'assez naturellement, je pense à mon ancien coach Foucault, qui accompagne. En fait, Foucault, il a une trajectoire intéressante aussi, puisqu'lui, à la base, il a monté un fonds d'investissement. Et il l'a quitté pour accompagner les entrepreneurs parce que justement, il trouvait qu'on leur donnait de l'argent et qu'on ne les suivait pas suffisamment. Donc en plus, je trouve qu'il a cette vision. Moi, je vais avoir la vision peut-être très entrepreneuriale de l'aventure. Et lui, il va aussi avoir la vision, les logiques d'investissement, etc. Et puis, ça a été un soutien pendant des années. Et puis là, maintenant que j'accompagne aussi, on travaille régulièrement à deux. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'ai gardé dans ma vie.